Nous allons avoir une session consacrée effectivement au DSI. On va se poser quelques questions stratégiques, c'est-à-dire quel est le rôle des DSI dans l'évolution vers le cloud computing de leurs entreprises, parce que ces DSI sont, paraît-il, un peu contournés, il y a le shadow IT, ils peuvent être critiqués. On va voir quel est leur rôle, est-ce qu'ils peuvent retrouver un rôle de pivot dans l'évolution vers le cloud computing, est-ce que ce sont des accélérateurs ou au contraire des freins vers ce cloud computing. Pour répondre à ces questions assez délicates, nous avons deux débatteurs, donc Jérôme Keller-Pascalis d'abord, de Hub Group, il nous expliquera qui est Hub Group, qui est en fait très connu, mais peut-être pas sous ce nom-là. Et ensuite, on retrouvera évidemment Monsieur Lignol qui vient de nous présenter la partie SIGREF, son groupe de travail, qui parlera à la fois au nom de l'EDF et au nom du SIGREF. D'abord, j'ai une petite question, people, si j'ose dire, à vous poser. Vous avez tous les deux eu un parcours assez intéressant avec beaucoup d'entreprises. Vous pouvez nous parler d'abord de votre parcours, comment vous êtes arrivé à Hub Group, Jérôme Keller-Pascalis. Alors, donc moi je suis, en fait, initialement, je ne suis pas issu du système, de tout ce qui est système d'information, je suis issu du domaine des télécoms. Donc j'ai commencé par l'architecture, j'ai vogué pendant 15 ans chez différents opérateurs, les plus grands, où j'ai fait de l'architecture, j'ai eu la responsabilité de département d'architecture. Ensuite j'ai évolué vers, donc architecture télécom, hein, pas architecture SI. Hein. Ensuite j'ai évolué vers du service client chez les grands opérateurs. J'ai pris la direction du service client. Puis après, je suis parti chez Thales. Chez Thales, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler sur des environnements qui étaient un petit peu plus orientés SI, mais qui étaient plus infrastructure que système pur. Chez Thales, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur deux très gros projets qu'à Thales, que sont la fourniture de systèmes d'information et de communication à l'OTAN, sur les théâtres d'opération, notamment en Afghanistan, et puis un gros projet dont on parle beaucoup, qui est ce qu'on appelle communément le Balargone, qui est le nouveau ministère de la Défense, donc le nouveau Pentagone français, qui est en train de s'installer à Balard, où Thales a en charge tout le système d'information, tout le système de communication, tout ce qui est contrôle périmétrique, contrôle d'accès, etc. Et moi j'étais en charge de préparer tout ce qui était exploitation de cet environnement. Donc, après ça, j'ai été sollicité, notamment par un groupe qui à l'époque s'appelait le groupe Chèque Déjeuner, qui maintenant s'appelle Hub Group, pour venir travailler chez eux. Je n'étais pas du tout, donc ce que je vous expliquais, c'est que je n'étais pas issu du monde des SI, et puis je travaillais pour un très très grand groupe, donc le groupe Chèque Déjeuner était un petit peu étonné que moi j'accepte de venir travailler pour eux. Et en fait, j'y suis allé parce qu'ils ont un projet qui est extrêmement intéressant, un projet de transformation d'entreprise qui est très intéressant, dont on va peut-être parler un petit peu plus tard. Très bien, on va sûrement parler tout à l'heure. Donc, vous êtes DSI avec un parcours télécom. Olivier Lignol, je crois que vous venez aussi des télécoms. Alors, vous avez un parcours qui est curieux, public, privé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Oui, tout à fait. Donc, comme Jérôme, je viens effectivement du monde des télécoms, je trouve qu'il y a beaucoup de clins d'œil dans nos parcours respectifs. Donc en l'occurrence, j'ai commencé aussi pendant 15 ans dans le monde des télécoms au niveau de grands opérateurs internationaux, dans lequel j'étais plutôt sur les architectures de réseau MPLS, donc sur des grands réseaux WAN. Ensuite, j'ai été pendant quelques années DSI d'un éditeur français international. Là, j'ai eu toute la dimension internationale. Et plus récemment, j'ai rejoint, fin des années 2000, en 2009, la NSSI quand elle s'est créée pour être responsable du bureau conseil de l'ANSSI. Donc en l'occurrence, j'ai vu des sujets comme le Grand Ballard et ce genre de sujets plutôt au titre des homologations de systèmes de défense. Et donc on a incontestablement œuvré dans les mêmes zones. L'autre point qui était intéressant à l'époque au niveau de l'ANSSI, c'est que l'ANSSI est en train de s'ouvrir, donc côté administration, vers un nouveau type d'acteurs qui étaient les grandes entreprises liées aux intérêts vitaux de la nation, en l'occurrence les opérateurs d'importance vitale. Et donc à ce titre-là, ils voulaient quelqu'un qui avait une compétence, on va dire, privée, pour pouvoir parler en même temps aux grands ministères et aux entreprises. Ensuite, j'ai évolué au sein de la DSI des ministères économiques et financiers, où j'étais en charge de la direction technique de la DSI des ministères, où je gérais la partie SSI. Et en l'occurrence, j'ai connu Bercy
dans le cadre d'un incident qui a fait un petit peu de bruit en 2011. Et puis plus récemment, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rejoindre le groupe EDF pour faire en fait exactement la même chose, c'est-à-dire RSE Group et prendre la direction technique. Très bien. Jérôme Keller-Pascalis, deuxième question. Actuellement, quel est votre poste chez le groupe? Vous coiffez les DSI, vous êtes DSI central, membre du comité de direction, ça se passe comment? Alors, donc anciennement groupe Chèque Déjeuner, il y a une cinquantaine de filiales qui sont réparties dans 17 pays, avec des DSI locales au sein des différentes filiales, et il y a une holding qui a été créée il y a à peu près 2 ans et demi. Donc moi je suis en charge de la DSI de la holding. La DSI de la holding, ce n'est pas une DSI qui fournit des services à la holding, c'est une DSI qui est là pour travailler sur la gouvernance et sur les aspects stratégiques des systèmes d'information pour l'ensemble du groupe. Donc on a une responsabilité fonctionnelle vis-à-vis des DSI locales qui sont des DSI opérationnelles. Ça, c'est le premier pan de mon activité. J'ai 2 activités. J'ai cette activité SI, dans lequel j'ai un département d'architecture et d'urbanisation, j'ai un département de sécurité des systèmes d'information, j'ai de la gestion de projet et j'ai du service delivery management. À côté de ça, j'ai une autre activité qui est une activité qu'on qualifie de monétique. C'est-à-dire que l'évolution de nos produits, j'en reviendrai dessus tout à l'heure, fait qu'on a été obligé de rentrer dans le monde de la monétique et de développer un certain nombre de services monétiques. Donc c'est maintenant le cœur de l'entreprise et de nos futurs services. Donc toute cette activité est également chez moi. Très bien. Olivier Linel, alors vous avez le même profil que votre collègue, mais pas du tout les mêmes fonctions. Lui est DSI, vous êtes RSSI et directeur technique, expliquez-nous. Alors, en l'occurrence, oui, la DSI du groupe EDF est une DSI qui est vraiment l'entité corporate, qui gère l'ensemble des activités du groupe. Donc EDF, c'est le producteur d'énergie qu'on connaît, c'est 150 000 agents et c'est surtout un certain nombre de filiales, dont certaines sont en France, comme Dalkia, ou comme Recherche et Développement, ou comme certaines qui sont autour de l'activité des nouvelles énergies. Mais on a aussi des activités qui sont à l'étranger et qui sont sous le périmètre de la DSI, comme le gazier italien qui s'appelle Edison, ou EDF Energy, qui a un certain nombre de centrales nucléaires en Angleterre. Et donc en l'occurrence, le rôle de la DSI est vraiment d'amener une dimension synthétique et une gouvernance globale au niveau du groupe, aussi bien sur les aspects qui sont, on va dire, plus dans mon domaine, sur les aspects techniques et sur les aspects de pilotage de grands programmes d'infrastructure. Donc pour ça, elle exerce la commandite de programmes d'infrastructure et elle s'appuie sur un opérateur informatique interne. Elle a en charge aussi tous les aspects régaliens autour de la sécurité des systèmes d'information et les cibles qui doivent être mises en œuvre, mais elle a également un rôle assez prépondérant dans le domaine de la transformation numérique, que Jean-Claude Laroche pilote, et qui permet de pouvoir relier l'ensemble de ces aspects, on va dire, plus techniques, avec une vraie dimension métier au sein du groupe et une vraie capacité à pouvoir transformer vers nos nouveaux enjeux. Très bien. Alors, on a parlé de vous, on a parlé de votre position au sein de vos entreprises. Quand on parle de cloud computing chez Hub Group, ça consiste en quoi, Jean Keller-Pascalis? Alors, il faut que j'explique un petit peu le contexte. Donc, Hub Group, anciennement groupe Chèque Déjeuner, donc c'est ce que je vous ai dit, on est présent dans 17 pays, on est spécialisé dans ce qui est titre de service. On dessert aujourd'hui 27 millions de bénéficiaires, on a 1,7 million de ce qu'on appelle des affiliés, qui sont des commerces dans lesquels on peut aller utiliser nos titres. Aujourd'hui, c'est 6 milliards de volume d'émissions, donc c'est un groupe qui commence à être assez conséquent. Jusqu'à maintenant, les titres de service, ils étaient essentiellement au format papier. C'est-à-dire que vous connaissez le chèque déjeuner, en France c'est du chèque déjeuner, du chèque cadeau, c'est du chèque culture, du chèque lire, etc. Donc jusqu'à maintenant, c'était du papier. Donc le système d'information que l'on avait, c'était un système d'information qui était en support au métier, avec du CRM, avec de l'ERP, etc. Ce système d'information n'allait pas desservir nos clients finaux. Maintenant, nos produits évoluent, les supports évoluent, on passe du papier à des supports numériques, c'est ce que nous on appelle la dématérialisation. Donc, plutôt que d'avoir des supports papier, on va avoir des supports qui sont des cartes, qui sont du paiement via l'Internet. On va avoir ce genre de choses.
Ça veut dire que les utilisateurs de nos produits vont utiliser un moyen qui est technologique, qui va, pour fonctionner, qui va s'appuyer sur notre système d'information. Du coup, notre système d'information, il a vraiment besoin d'évoluer, puisqu'on a besoin de puissance bien supérieure à la puissance que l'on avait, puisque maintenant, les systèmes de la DSI vont fournir des services à nos utilisateurs, à nos clients. Donc on a besoin de puissance supplémentaire, on a besoin d'un système d'information qui soit sans faille en termes de qualité de service, enfin, vous en avez beaucoup parlé, qui soit avec un très haut niveau de disponibilité. Quand un utilisateur veut aller utiliser un produit cadeau ou déjeuner, il ne faut pas que notre système d'information ne fonctionne plus. Donc on a besoin d'avoir un système d'information qui soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a besoin d'être en capacité d'absorber de très très forts pics de charge. Par exemple, je vais encore une fois prendre l'exemple du chèque déjeuner. En France, entre 13h et 14h, c'est là où les gens vont utiliser leur carte déjeuner. Donc il va y avoir un pic d'utilisation de notre système d'information, enfin un pic de besoin de puissance. Donc c'est tout ça que va apporter le cloud computing. Donc dans nos projets, on a plusieurs projets. On a un premier projet qui est d'externaliser une partie de notre infrastructure. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'IAS. Donc ce choix d'externalisation, il a pour raison donc, la fiabilité, la nécessité de puissance supplémentaire, avec des investissements qui sont faibles par rapport à un besoin d'aller investir, d'aller acheter un certain nombre de machines. Nous, on a une grosse partie de nos systèmes d'information qui est basée sur de la S400. L'investissement dans un S400, je veux dire, c'est pas un investissement sur un serveur x86, ce sont des investissements qui sont conséquents. Donc nos filiales n'ont pas forcément la capacité d'aller investir sans cesse dans ce matériel. Le fait d'externaliser fait qu'aujourd'hui, on va louer de la puissance chez un grand acteur et qu'on a un coût qui est simplement récurrent et que ce coût-là, que ce service-là, il intègre un niveau de service, un niveau de SLA qui n'a rien à voir avec celui que nous, on avait en interne, puisqu'on n'était pas du tout capable de s'organiser. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir répondre à un niveau de disponibilité 24/7. Ça, c'est un premier projet qui a démarré il y a à peu près 7-8 mois. Et puis, on a d'autres projets d'externalisation, tels que notre messagerie, par exemple. Nous avions 13 ou 14 systèmes de messagerie différents au sein du groupe. Donc, on a décidé d'harmoniser tout ça, de n'avoir qu'un système de messagerie commun pour l'ensemble de nos collaborateurs. Techniquement, c'est très compliqué de mettre en œuvre ce genre de choses si on conserve de manière interne le système de messagerie, d'autant plus qu'on a des data centers qui sont un petit peu dans tous les pays. Donc on a fait le choix d'externaliser, ce qui permet très facilement d'harmoniser nos systèmes de messagerie. Et puis en plus de ça, ce qui nous permet également d'offrir plein de nouveaux outils collaboratifs dont on ne bénéficiait pas auparavant. Donc ça, c'est un très gros projet. Après, on a d'autres projets qui sont un petit peu plus petits, en quelque sorte. Par exemple, on a un projet de BI Group qui permet de travailler sur tout ce qui est remontée financière de l'ensemble des filiales. Ce projet-là, c'est pareil. On a décidé de partir sur des solutions qui sont externalisées, en sachant que on ne s'appuie pas sur un acteur du cloud, mais on s'appuie sur plusieurs acteurs du cloud pour ce projet-là. Et vous pouvez nous détailler sur les noms des acteurs ou le type de les noms des acteurs avec qui on travaille. Alors, l'externalisation d'infrastructure, aujourd'hui sur la partie AS400, c'est essentiellement IBM, qui est des acteurs qui font entre guillemets, du cloud privé AS400, il n'y en a pas des centaines, donc on n'a pas... Voilà. Et parmi ceux qu'on a, celui qui nous a semblé le plus fiable, qui a le meilleur niveau d'expertise, qui est en capacité d'offrir le meilleur niveau de service, le meilleur niveau de sécurité, parce qu'il y a aussi de très forts aspects de sécurité dont vous avez parlé, eh bien ça nous a semblé être IBM. Donc on a signé avec IBM un contrat, on externalise progressivement, on a les premières, ce qu'on appelle les premières partitions qui vont démarrer dans les jours à venir. Pour tout ce qui est messagerie, on a fait le choix d'Office 365, donc Microsoft. Là, on a eu une étude très longue entre
Microsoft et Google. Le choix s'est porté vers Office 365. Pour tout ce qui est BI, alors c'est un mode un petit peu hybride, donc on s'appuie en même temps sur Microsoft avec de l'Azure, où là on est un petit peu en passe, puisque c'est toute la partie Data Warehouse SQL, et en même temps on s'appuie sur un autre acteur qui n'est pas du tout connu en France, qui s'appelle Adaptive Insight, qui propose tout ce qui est EPM, donc tout ce qui est cube, ce qu'on appelle cube d'analyse, et tout ce qui est restitution, tout ce qui est rapport de restitution. Et dans les difficultés que l'on a rencontrées, notamment dans le cadre de ce projet BI, c'est aujourd'hui, je pense, un petit peu point dur de l'externalisation et du cloud computing, c'est les interconnexions ou des interfonctionnements entre plusieurs environnements cloud. Très bien. Olivier Lignol, donc double question, EDF, où en est le projet cloud computing d'EDF, et également quels sont les retours au sein de votre groupe de travail, où en sont les DSI en France en matière de projet de cloud computing? Alors, pour EDF, on a une approche assez pragmatique, c'est-à-dire que pour tout ce qui est, on a nos propres infrastructures qui ont été consolidées au sein de quelques data centers et qui sont fortement attachées à une culture assez prégnante au sein du groupe, qui est une culture du plan de continuité d'activité, du plan de reprise d'activité qui est autour de nos métiers de producteurs d'énergie. Et donc à ce titre-là, on a du coup l'approche où on concentre un certain nombre d'offres et qu'après on normalise de façon cloud interne autour de calculateurs, autour, alors on a des choses assez similaires, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes volumes, mais autour de consolidation d'indicateurs qui nous remontent des métiers. On fait un peu de BI, on fait un peu d'analyse, tout ça d'une manière maîtrisée par des équipes d'expertise interne et avec de l'infogérance sur des exploitants qui intègrent dans le cadre des contrats qu'on a signés avec eux, et nous on joue un rôle d'ensemblier par rapport à ça. La deuxième approche, c'est l'approche SaaS, où là vraiment on a une approche qui est plutôt tournée vers l'extérieur et dans laquelle on est extrêmement pragmatique. Et donc on se dit qu'à chaque fois qu'on a quelque chose d'intéressant, qu'un métier nous amène quelque chose d'intéressant qui peut être fait à l'extérieur, on le fera sous contrôle, mais par contre on fera appel assez facilement à cette offre de service qui sera sur du mode SaaS hébergé quelque part. Par contre, pour pouvoir contrôler ça, on a des mécanismes d'accompagnement et de validation qui sont beaucoup plus stricts quand on commence à envisager de sortir des données de l'entreprise. Maintenant, pour donner quelques exemples par rapport à ce qu'on a pu voir sur le groupe de travail du CIGREF, on a vu des expériences assez similaires à ce qu'on vient d'entendre de la part de Jérôme sur des approches de type CRM ou des approches très étendues au niveau international, ce qui est moins notre cas. EDF est quand même très centré sur l'énergie en France et sur l'approche Europe, et donc on a moins cette problématique. On l'a plus vu dans d'autres membres du groupe de travail qui, eux, clairement, ont fait le choix de basculer sur des offres de type CRM intégré, où ils ont complètement réussi à intégrer d'ailleurs des éléments de sécurité, des éléments de qualité de service qui leur permet d'avoir des solutions de clé en main pour leurs utilisateurs finaux. Et les deux axes qui les ont poussés à faire ça, c'est soit des axes dans lesquels ils voyaient un intérêt d'aller plus loin dans ce que fournissait une DSI qui était déjà très expérimentée, soit carrément une direction générale qui leur disait Monsieur le DSI, venez nous voir, bon maintenant voilà ce que je veux que vous externaliser dans le cloud, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et au DSI de se débrouiller pour le faire, et ils l'ont fait. Voilà. Sur ce projet de cloud computing, quels sont les avantages que vous avez pu mettre en valeur? J'imagine en interne, vous avez dû défendre votre projet. Quels sont les avantages que vous avez mis en valeur au départ? Quels sont les avantages que vous pourrez mettre en valeur maintenant? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, donc, il y a un certain nombre d'avantages qui sont évidents, que sont ceux dont j'ai déjà parlé. La disponibilité, ça c'est un avantage qui est fondamental. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous on est une entreprise de taille intermédiaire, on n'a pas la capacité de mettre en œuvre des équipes 24/7 avec les bons niveaux d'expertise sur les différentes infrastructures, les différentes solutions, etc. que l'on a. Donc le fait d'externaliser, bien entendu, on bénéficie de ce genre de choses. Il y a tout ce qui est PCAPR, vous en avez parlé, ça c'est très important. Pareil, mettre en œuvre enfin PCI-PRI plutôt, pas PCAPR dans ce cadre-là, c'est extrêmement coûteux, c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Le groupe pour lequel je travaille n'était pas très mature dans ce domaine-là, donc ça nous a permis de mettre en œuvre tous ces mécanismes-là de manière très rapide.
Il y a la disponibilité de puissance, il y a la facilité d'avoir de la puissance supplémentaire, de manière très rapide. On n'est plus obligé de gérer des data centers dans lesquels on n'a plus suffisamment de mètres carrés, donc il faut construire une salle, il faut des mètres carrés, il faut de l'énergie, il faut de la clim, il faut gérer tout l'environnement de la salle. Toute cette problématique-là, on n'a plus. Et puis, on n'a plus d'investissement massif. Donc maintenant, c'est de la location. On passe du CAPEX à de l'OPEX. Alors c'est un modèle qui est différent. Vous avez un petit peu, je ne sais plus si c'est vous ou si c'est monsieur d'IDC qui a dit tout à l'heure, aujourd'hui on a un petit peu de mal à voir quel est le ROI sur ce genre de bascule. Pour moi, le ROI il est assez évident. Un service équivalent, si on voulait faire les mêmes services au sein du groupe, ça nous coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Essentiellement, pas en termes d'infrastructure, mais en termes de services. Donc là, pour moi, le ROI, il est évident. On s'appuie sur une infrastructure qui est mature, qui est gérée par des spécialistes, qui ont le bon niveau d'expertise, qui offre tout un panel de services que l'on peut activer ou ne pas activer, avec un niveau de disponibilité très important. Donc moi, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et puis, c'est aussi pour nous un vecteur de concentration de nos infrastructures et d'harmonisation de nos infrastructures. Très bien. Olivier Lignol, même question, les avantages pour EDF, pour le SIGREF. Alors les avantages, je vais peut-être répondre pour EDF, je pense je rejoins déjà ce qui vient d'être dit, et surtout, je pense que l'un des premiers avantages qu'on a vu au sein d'EDF, c'est le fait que ça nous a permis de passer dans cette approche, aussi bien sur ce qu'on fait en SaaS ou ce qu'on fait en interne, sur une approche où on donne une capacité rapide à pouvoir interopérer entre nos différentes directions, nos différents métiers, partager des informations et avoir des fonctions qui sont communes, transversales. Ce qui était plus compliqué à faire avant d'avoir ce modèle-là. On a un deuxième avantage assez immédiat qui est assez curieux, c'est que dans le domaine notamment de la partie SaaS, comme il y a une externalisation assez forte, il y a eu une considération assez forte de la manière avec laquelle on pouvait avoir un filtrage et une bonne qualification de ce qui va être considéré. Et ça a amené une bonne rationalisation au niveau métier, quel type de fonction on va couvrir, par qui. Ça a amené aussi pas mal de choses autour de la partie contractualisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des approches de gré à gré, où le métier est approché par un expert du métier et que toute la partie informatique elle est un peu oubliée. Là, ça a amené toutes ces considérations très en amont et c'est sain comme ce que ça approche. Et puis le dernier point, je pense aussi que, alors là je rejoins complètement sur la partie flexibilité, c'est que c'est très flexible et donc à partir du moment où on commence à vouloir arrêter une activité technique ou fonctionnelle quelque part et la recréer d'une manière différente ailleurs, le cloud computing permet de pouvoir avoir cette agilité et donc donne tout de suite non seulement une meilleure image, mais aussi une meilleure dimension de partenariat avec les différentes fonctions qui viennent vers la DSI pour dire bon maintenant on change de paradigme, on sait que vous allez pouvoir le faire, comment on va pouvoir accompagner tout ça. En matière de coûts, effectivement, on a eu un petit doute tout à l'heure dans les interventions. Là, Jérôme Kévert-Pascalis est très convaincu, lui, ça a des avantages côté EDF. Vous êtes convaincu ou pas? Alors, tout dépend de comment on compare. Quand il s'agit de se dire, mais avant, quand on faisait une offre SaaS, on allait, on contractait, et puis derrière, ça marchait tout de suite, il suffisait simplement de faire une inscription en ligne et ça fonctionne pareil. Là, évidemment, tout de suite, l'économie est très forte, mais c'est pas comme ça qu'on gère. On met un certain nombre de contraintes qui font que quelquefois, on nous dit, ah ben j'aurais peut-être dû plutôt regarder la solution interne, parce qu'elle finit par me coûter la même chose. Donc, de ce point de vue-là, je pense que finalement, le coût est assez équivalent. Par contre, je rejoins complètement votre remarque sur le fait que, effectivement, le service n'est pas équivalent. Et qu'à partir du moment où on a une contrainte qui est supérieure, et en fonctionnalité, ce qui coûterait une fortune à développer si on le développait en interne, et en agilité sur le fait qu'on prend un service et que demain on n'a plus besoin de ce service, on l'abandonne et on prend un autre service, vraiment sur ce que fait l'application sur laquelle on a contracté, là ça devient intéressant. Le deuxième point, c'est qu'en termes de coûts sur ce qu'on fait en interne, sur la partie service de cloud interne par notre opérateur interne, ça permet de standardiser. Et donc tout ce qui est design de choses extrêmement sur mesure, etc., c'est tellement contraignant et tellement long pour nos clients internes qu'ils préfèrent effectivement basculer sur la standardisation qui passe à travers le cloud interne. Et donc là aussi, ça nous génère de fait une économie. Très bien. Soyons logiques. S'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Vous pouvez nous en parler, Jérôme Kévert-Pascalis? Alors oui, bien sûr, il y a quelques inconvénients. Faire évoluer nos infrastructures vers le cloud, c'est pas simple. Ça peut paraître simple,
je pense au départ. Il faut bien penser à tout l'écosystème. Hein. En général, alors, je ne sais pas comment fonctionnent les autres entreprises. Nous, on a voulu commencer par externaliser certaines briques de notre écosystème et on n'a pas forcément correctement mesuré au départ les impacts sur l'ensemble de l'écosystème. On avait évalué une grande partie des impacts, mais on s'est aperçu qu'il y avait plus d'impact que ce qu'on pensait. Donc c'est pas simple, c'est complexe. Même s'il n'y a pas d'investissement en termes de matériel, il y a un très gros investissement en termes de projets, en termes d'études et en termes d'analyse. Et je pense qu'il ne faut surtout pas négliger cette partie-là. C'est fondamental pour moi d'avoir bien analysé tous les impacts que ça pouvait avoir au départ. Il ne faut pas partir en se disant bon, on va externaliser, c'est simple. Non, c'est pas tout à fait ça. Il y a un autre, enfin c'est pas forcément un inconvénient, mais c'est aujourd'hui, moi je pense que la DSI elle évolue, hein, les DSI elles évoluent. Il y a un impact un petit peu humain dans les DSI. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que la valeur ajoutée d'une DSI, c'est pas d'avoir des personnels qui sont techniques, qui sont en capacité d'aller exploiter des infrastructures, qui sont en capacité d'aller changer des disques durs et faire ce genre de choses. Ça, on a certains acteurs qui savent très bien le faire. Donc ça veut dire qu'on a tous ces métiers-là qui sont au sein des DSI, qui vont être amenés à petit disparaître des DSI. Alors pas totalement, je pense que ça dépend des groupes. Hein. Un groupe comme EDF, ça disparaîtra jamais. Enfin, nous, ça disparaîtra pas non plus complètement, mais en tout cas, ça va diminuer. Donc il va falloir gérer aussi ces changements d'un point de vue RH. Et ça va changer au profit de nouveaux profils au sein des DSI que sont ce que moi j'appelle les services delivery managers, souvent. Hein. Service delivery manager, il s'assure que le niveau de service qu'on a contacté avec notre fournisseur de cloud, que le service répond bien aux exigences contractuelles que l'on a. Le service delivery manager, il travaille auprès du métier pour bien comprendre quels sont les besoins en termes de niveau de service des métiers et puis être capable de trouver quel est le fournisseur qui va répondre à ce besoin-là. Donc pour moi, il y a une grosse évolution organisationnelle au sein de la DSI, et puis il y a toute cette partie projet, migration, qu'il ne faut pas négliger. Quand vous parlez de réorganisation de la DSI, c'est la création de service de delivery management, c'est ça essentiellement chez vous? En fait, c'est la montée en... Non, c'est pas... Le service delivery manager, moi j'en avais déjà mis avant de commencer à externaliser. Hein. Je pense qu'on va en avoir besoin, on va avoir besoin de plus en plus de ce type de profil pour aller justement gérer les contrats avec nos fournisseurs et gérer nos besoins, nos niveaux de service en interne, pour nos clients internes. Mais c'est aussi avoir une DSI qui est beaucoup plus proche du métier, qui comprend bien les enjeux du métier et qui est bien en capacité d'identifier les bons fournisseurs qui vont répondre à ces enjeux métiers. C'est une DSI qui monte pour moi en valeur ajoutée au sein de l'entreprise, qui n'est plus une DSI purement technique, comme ça l'était avant, et qui va, je pense, de moins en moins imposer sa vision technique, mais qui va de plus en plus être à l'écoute du métier et trouver la solution qui répond réellement au métier. Côté EDF, avez-vous identifié des inconvénients et avez-vous dû réorganiser la DSI ou peut-être qu'en partie seulement? La réponse est oui aux deux questions. Déjà, je rejoins la remarque de Jérôme concernant le fait qu'il y a un impact RH même chez nous, hein, puisqu'effectivement, la compétence technique, finalement, in fine, elle est intéressante que pour la partie expertise, la partie contrôle en interne de la maîtrise de ce que font après les entités auxquelles on fait appel pour rendre le service. Donc du coup, on va plutôt investir sur des pilotes plutôt que sur des techniciens. Le deuxième aspect, c'est au niveau de la DSI, donc d'EDF, on est vraiment une DSI corporate, hein, donc on a un rôle de pilotage stratégique, on a la commandite dans ce sens-là, on a notre opérateur qui, lui, a plutôt le volet technique, et dans ce cadre-là, effectivement, c'est en train de faire évoluer l'ensemble de notre relation par rapport aux contraintes, puisque quand avant on rendait un service nous-mêmes, si quelqu'un n'était pas content, on pouvait toujours interagir dessus. Quand vous avez des offres, aussi bien d'ailleurs internes que externes, qui sont basées sur des notions de contrat et de qualité de service, ben c'est dans le contrat ou c'est pas dans le contrat. Et si c'est pas dans le contrat et que ça génère un mécontentement, il faut gérer l'évolution contractuelle, et ça se fait pas dans la minute. Donc ça peut poser des difficultés. Après, dans les autres contraintes,
La DSI est en train d'évoluer fortement dans le cadre de la transformation numérique, donc ça dépasse largement le cloud computing et elle a un rôle important dans le pilotage de la transformation numérique au sein de l'entreprise. Et donc à ce titre-là, elle intègre de plus en plus ces éléments-là, même dans le cadre de projets type cloud computing. Et du coup, on commence à parler de gouvernance de la donnée, d'architecture fonctionnelle, de la manière avec laquelle on échange toutes ces informations entre les systèmes. Et donc je suis totalement d'accord, la DSI n'est plus une DSI technique, la DSI est une DSI qui amène une vision d'architecte fonctionnel vis-à-vis des métiers, et donc elle doit comprendre les métiers. Juste pour continuer sur ce que vous avez dit, effectivement, je n'ai pas trop parlé de l'aspect organisationnel entre les DSI. Ce que je vous expliquais, c'est que nous, on a moi je suis à la tête de la DSI Group, il y a des DSI locales dans l'ensemble des filiales, et le fait d'externaliser des infrastructures qui vont être utilisées par l'ensemble des DSI locales fait qu'on est aussi obligé de se réorganiser entre DSI pour voir comment est-ce qu'on fonctionne. Puisqu'aujourd'hui, il y a une partie de la responsabilité la responsabilité opérationnelle qui avant était exclusivement dans les DSI locales, qui maintenant est diluée entre le fournisseur de services, la DSI Group qui va fournir ce service et les DSI locales. Donc là, il y a un aspect organisationnel et gouvernance qui est aussi pas simple à traiter. Petit sujet, la sécurité, monsieur Lignol, c'est important dans les projets de cloud computing, c'est un avantage, c'est un inconvénient, vous faites comment? Donc je parle sous le contrôle d'un ancien de chez Thales, donc je pense qu'il connaît aussi un peu la sécurité. Je pense, enfin par rapport à ce qu'on peut en résumer sur les problématiques de sécurité, c'est que vraiment c'est plus un frein dans le sens où tout le monde se rend compte qu'on a un capital donné qu'on est en train d'externaliser dans un cloud interne ou externe, peu importe, mais qu'on est en train donc de mettre dans un endroit concentré. Et donc à ce titre-là, il est important de tenir compte des éléments de sécurité, de les faire comprendre à ceux qui dirigent les projets ou les programmes, de manière à ce qu'ils aient une notion de ce à quoi ils sont en train de s'exposer en termes de risque. Ça, je pense que c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'aspect régalien, à mon avis, de la DSI Group. C'est-à-dire que la DSI Group, elle se doit, et je suis RSSI Group sous un DSI Group, hein, donc on est bien dans cette dynamique-là, et j'ai la délégation du COMEX de la partie sécurité, j'ai des délégations de sa part. Et donc, à ce titre-là, on a aussi le besoin de bien comprendre où vont ces différentes données, comment on va pouvoir traiter la manière avec laquelle elles sont protégées et surtout comment elles sont du coup classifiées, comment elles sont catégorisées, de manière à déterminer ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté, avoir des règles et ensuite discuter par rapport à ces règles, si on y déroge et dans quelles conditions on y déroge. Et c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a pas d'enjeu pour l'entreprise, où il n'y a pas de risque, c'est pas un souci que d'aller confier à un tiers ces informations. Par contre, à partir du moment où on a des impacts, il faut être juste sûr de savoir à quel risque on s'expose. Et ça, c'est fondamental aussi. Qui prend ce risque? Et donc, quelle est l'autorité tout en haut de la hiérarchie qui va porter ce risque et qui va être responsable de traitement de ce risque s'il vient à apparaître? Un point sensible qui est souvent évoqué, c'est les relations des DSI avec les directions métiers. Ça se passe comment? Vous estimez que vous êtes contourné? Vous faites des binômes pour conduire vos projets de cloud? Ça se passe comment? Bon, comme dans beaucoup d'entreprises, je pense, il y a tout ce qui est Shadow IT chez nous. Et moi, ce que je constate, c'est que quand c'est du Shadow IT, c'est souvent du Shadow IT via de l'externalisation. Donc le fait d'avoir une stratégie d'externalisation nous permet effectivement d'apporter un certain niveau de confiance au métier qui fait que le métier va plus naturellement venir vers nous. On commence à être moins une contrainte en fait pour le métier. Avant le métier, quand le métier voulait mettre en œuvre très rapidement une solution, ça peut passer par du RH, ça peut passer par de la com, etc. Souvent, ils allaient eux-mêmes traiter avec des fournisseurs. Maintenant, ils passent beaucoup plus pour nous. Donc ça nous a permis de nous rapprocher du métier et de mieux maîtriser ce qui est fait par le métier, et puis aussi de mieux les accompagner. Parce que quand c'est une direction métier qui décide d'aller chercher une solution à l'extérieur, la direction métier, elle voit l'aspect fonctionnel, mais elle oublie tout l'aspect sécurité, tout l'aspect niveau de service, tout l'aspect réversibilité, tout l'aspect interfonctionnement dans l'écosystème, etc. Donc elle oublie tout ça. Donc là, ça nous permet de mieux maîtriser tout cet écosystème. Côté EDF et peut-être côté SIGREF aussi, vous dialoguez avec les métiers, vous intégrez des CDO, vous faites comment?
Alors, côté SIGREF, quelque chose qu'on fait aussi nous, mais certains le font beaucoup plus que EDF, il y a un des membres du groupe de travail qui a expliqué qu'il utilisait énormément le cloud computing pour faire des proof of concept, et pour tester toutes sortes de concepts. Et c'est devenu pour eux une sorte de très bon mécanisme pour faire une boîte à idées et lancer plein de choses dedans, et ensuite valider et qualifier des nouvelles approches qui réintègrent un schéma plus traditionnel dans l'entreprise. Alors, on le fait un peu chez EDF, mais d'autres grands le font vraiment beaucoup. Sinon, côté EDF, alors je vais presque dire sur les erreurs à ne pas commettre, je pense qu'il y a quand même un point important qu'on a appris chez EDF par rapport à une volonté de bien faire jusqu'au bout, c'est qu'il ne faut pas vouloir absolument, et c'est pas valable d'ailleurs que pour le cloud, c'est d'une manière générale sur la transformation du système d'information, répliquer ce qu'on fait chez soi, chez son prestataire. Parce que si on fait ça, déjà on gêne le prestataire qui n'est pas capable du coup d'opérer d'une manière complètement efficiente, et puis surtout on donne un impact sur le coût, et on donne un impact sur la relation contractuelle qui est négatif. Et donc il faut vraiment intégrer dans l'état d'esprit de tout le monde dès le départ, quand on va aller sur un cloud computing, le fait qu'on va faire probablement différemment que chez soi, et ce qu'on va piloter, c'est plutôt une transformation, une sorte de sas, entre le passage d'une approche traditionnelle interne, telle qu'on a toujours fait, à une approche un peu plus novatrice chez le fournisseur qui aura été pressenti. Alors justement, on parle de fournisseurs, tout à l'heure vous avez dit le cloud computing nous oblige un peu à réorganiser la DSI. Est-ce que vis-à-vis des prestataires, vous avez des attitudes nouvelles? Est-ce que vous adressez différemment aux prestataires dans ces projets de cloud computing chez le groupe? Quand vous parlez de prestataires, vous voulez dire les fournisseurs auxquels vous avez recours? Les fournisseurs, c'est aussi ce que je vous expliquais tout à l'heure, enfin, le service delivery manager qui maintenant a une vraie relation contractuelle avec le fournisseur du service. Maintenant, on est de plus en plus strict et rigoureux sur le contrat de service. Pour moi, le contrat de service, c'est un élément qui est fondamental dans l'externalisation. Il y a l'aspect contractuel standard, mais il y a le contrat de service, les engagements de service, les points de mesure, comment est-ce qu'on les mesure, est-ce qu'on a confiance en cette mesure, enfin vous en avez parlé, les pénalités derrière. Donc derrière, on attend un véritable engagement de la part du fournisseur. Et aujourd'hui, c'est pareil, vous l'avez dit, le fournisseur, il ne s'engage pas encore suffisamment. Il porte pas encore suffisamment de responsabilité. Donc ça, c'est, j'espère, une évolution que l'on aura dans les années à venir. Ce partage de responsabilité que doit commencer à porter le fournisseur du service. À l'EDF et au SIGREF, vous êtes sur la même longueur d'onde? Oui, mais alors, il y a un autre aspect, plus que des EDF, qu'on a découvert aussi. Quand on a déjà un contrat sur lequel on fait appel à ce type de service, quelquefois on a un renouvellement du projet et on envisage de refaire appel au marché dans le cadre de ce renouvellement. Et là c'est intéressant parce que du coup, très vite on se pose la question de la réversibilité, forcément, puisque si on doit sortir d'un ancien prestataire pour aller dans un nouveau, il va bien falloir récupérer toutes les données, et c'est pas toujours évident, et ça c'est un élément qu'il faut bien intégrer, et on rejoint l'aspect contractuel, mais sur qu'est-ce qui se passe après. Et c'est aussi un élément qui est important, puisque dans le cycle de vie des projets, on est obligé du coup de remettre en cause, et c'est pas simplement ce qu'on fait plutôt dans le monde du legacy, c'est-à-dire quelque chose qu'on a défini et après on fait évoluer sur la base de ce qu'on avait défini, on est obligé de remettre en cause un certain nombre de fondamentaux à chaque fois qu'on renouvelle son approche, et à mon avis beaucoup plus que ce qu'on faisait avant, et donc on est obligé de faire presque comme si on faisait une refonte à chaque fois de toute l'approche. Très bien. On va donner la parole à la salle tout à l'heure pour une séance de questions-réponses. Avant, et pour faire la transition, je vais poser une question très simple. Vous avez dans la salle justement des DSI, des RSSI, des gens qui sont également responsables de projets de cloud computing. Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner, les choses à vraiment faire, ou les choses peut-être à éviter également, les 2-3 conseils de Jérôme Kever-Pascalis? Je vais redonner les mêmes conseils que ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, il faut bien penser à l'aspect gouvernance. La façon dont on va s'organiser, une fois qu'on a externalisé un certain nombre d'infrastructures ou de solutions ou de services, comment est-ce qu'on va s'organiser dans l'entreprise entre les différentes DSI quand on a plusieurs DSI. Ça c'est, moi je pense, quelque chose qui est fondamental. Pour notre part, on n'a pas suffisamment traité ce sujet en amont, ce qui fait qu'aujourd'hui on rencontre quelques difficultés avec les DSI locales des filiales. Et avec le fournisseur d'ailleurs, sur le partage de responsabilité de chacun.
Il y a cet aspect-là, il y a l'aspect préparation de cette externalisation. Vous avez dit quelque chose qui est très important, c'est que l'environnement qu'on va externaliser, il ne faut pas croire qu'on va reproduire exactement la même chose que ce qu'on avait en interne. Il ne faut pas partir sur ce postulat. Parce que si on repart sur ce postulat, eh bien, on va être confronté à de multiples difficultés. Il faut vraiment réfléchir à une nouvelle architecture qu'on veut mettre en œuvre. Et ça, c'est très très important. Et puis, il y a tout l'aspect service, qui est aussi fondamental, l'aspect SLA, et puis l'aspect réversibilité. Aujourd'hui, pour moi, la réversibilité, c'est un gros point noir, c'est une grosse question. Quand on signe un contrat avec un fournisseur, qu'on externalise une partie de nos infrastructures, de nos solutions, on sait que ça va être très compliqué de revenir en arrière. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore très très mature pour pouvoir avoir des mécanismes de réversibilité qui soient assez simples. Une réversibilité, ça coûte extrêmement cher, c'est extrêmement complexe. Donc cet aspect-là est très important. Et une dernière chose, pour laquelle on manque encore, je pense, de maturité, c'est tout l'aspect prix. Quand on a signé un contrat de 3 ans ou de 5 ans chez un fournisseur de services, eh bien, comment est-ce qu'on s'assure que 3 ans ou 5 ans après, quand on renouvelle les contrats, les prix ne vont pas exploser? Et ça a un impact, potentiellement un impact très important. Les recommandations d'Olivier Lignol? J'en aurais 3 en complément de ce qui vient d'être dit, et je rejoins complètement la partie prix qui est très compliquée à gérer. La première, c'est peut-être d'avoir, on a vraiment fini par malheureusement devoir faire ça, c'est d'avoir une sorte de comité de bon niveau qui est capable de pouvoir qualifier l'ensemble des éléments qui vont être externalisés et pouvoir faire en sorte que ça soit fait dans des conditions qui ne génèrent pas après des difficultés sur le pilotage du contrat. Ça, c'est le premier aspect, vraiment avoir un comité qui est décisionnaire sur le fait qu'on y va ou qu'on n'y va pas. Le deuxième, c'est l'aspect régalien dont je parlais tout à l'heure. Je pense vraiment qu'il y a des choses qui peuvent s'externaliser et d'autres qui ne le peuvent pas. Et donc on parle de quelques solutions pour mettre de la bureautique sur Internet ou des choses comme ça. La question qu'il faut se poser, c'est peut-être de savoir si ces identifiants ou ces passwords, ce n'est pas des choses qui sont vitales pour l'entreprise. Et donc, est-ce qu'on veut vraiment donner ça à son fournisseur? Est-ce qu'après, ça ne pose pas un problème quand on veut les récupérer? Je les aurais peut-être copiés. Et puis, tout ce qui est lié aussi à la gouvernance des données de l'entreprise, ou de ses fonctions, et donc qu'est-ce qui est externalisable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc à partir du moment où ça l'est, ben, il ne faut surtout pas être un frein, au contraire, il faut être un moteur. À partir du moment où ça ne l'est pas, ça ne peut se faire qu'à travers des mécanismes de dérogation. Et donc là aussi, il faut des règles, et ça c'est vraiment des règles de gouvernance de DSI, ce n'est pas des règles de RSSI. Et le troisième conseil que j'aurais, et ça je pense que c'est devant nous, et malheureusement ça va être une contrainte qu'on va devoir gérer, c'est l'accompagnement du changement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on recrée ce qu'on a dû gérer avec le COBOL il y a quelques années. Il ne faut pas que demain, l'expert en système unique, soit en base de données, il soit sans métier parce que simplement il n'y a plus de besoin dans l'entreprise. Et donc il faut qu'on accompagne ça dans la durée et qu'on crée aussi les nouveaux métiers. Moi je pense notamment aux data scientists et à tout ce qui est pilotage de données. Je pense, on parle beaucoup à chaque fois de la cybersécurité, aux experts cyber. Toutes les entreprises, elles ont du mal aujourd'hui à recruter, elles ont tous des postes ouverts. Et donc il faut qu'on prévoie l'avenir parce que si non seulement on ne recrute pas, mais qu'en plus on accélère la bascule dans le cloud, on va avoir un très gros problème de capacité à pouvoir opérer. Très bien, merci à tous les deux. Donc questions-réponses, il y a des micros disponibles, comme à l'école, vous levez le doigt. Et puis, voilà, de ce côté-là, je crois, monsieur, au premier rang ou au deuxième rang. Bonjour, Stéphane Dupros, je représente Telecity qui opère 40 data centers en Europe, dans lesquels on héberge à la fois des utilisateurs du cloud comme vous et à la fois beaucoup d'opérateurs de cloud. Notre boulot consiste en l'occurrence en la matière à faire en sorte que ça se passe bien entre les deux grands groupes d'utilisateurs. À ce titre, on répond, j'informe par rapport à un point qui a été levé par le SIGREF, on assure une bonne connectivité entre nos clients dans nos data centers, et évidemment ça on le fait. Et j'ai une deuxième question, vous évoquez l'élément de confiance, où vous rechercheriez une labellisation ou des certifications qui pourraient vous aider donc, à mieux utiliser les opérateurs de cloud. Si on peut aider, on le fera avec plaisir, nous data centers. De quel type de certification vous auriez besoin et sur le plan large, quelles autres idées vous pourriez nous donner pour vous faciliter la connectivité et le boulot avec le cloud en général? Olivier Lignol. Oui, alors je ne voulais pas citer, mais effectivement, il y a des solutions qui existent aujourd'hui pour amener cette qualité de service justement entre, on va dire, le BN sur Internet et ce qu'on peut faire. Je suis sûr qu'il
il y a pas mal de choses qui sont déjà utilisées aujourd'hui, mais c'était un point important qui apparaissait. Maintenant, sur la partie certification, labellisation, il y a déjà des initiatives qui existent aujourd'hui, hein, donc qui sont en train de se concrétiser. Je n'ai pas véritablement de commentaires sur ce point-là, puisqu'il y avait plusieurs approches au sein du groupe de travail. Ce que je voulais dire par rapport à la confiance, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux différentes approches de labellisation ou de qualification qu'il y a pu avoir dans d'autres environnements, je pense à des environnements comme la donnée personnelle ou des environnements comme la sécurité, le point important qui a permis l'émergence de ce type d'approche, c'était de dire, au fond, il faut une sorte de tiers de confiance reconnu par tout le monde, qui dit qui, suivant un critère objectif, peut être quelqu'un qui correspond à un niveau d'exigence qu'on a. Et notre problème aujourd'hui, c'est que nous, ce qu'on a considéré, c'est que cette approche est encore en émergence. Il n'y a pas, avec un claquement de doigts, un des acteurs, on pourrait dire, c'est évidemment celui-là qui est reconnu par tout le monde, qui permet de se dire que si on signe avec quelqu'un qui est dans ce label-là, il y a toutes les chances qu'on ait la qualité de service ou nos exigences qui soient remplies. Et donc le point, c'est que c'est quelque chose en émergence, hein, il y a des choses qui sont en train de se créer, mais on n'a pas, au niveau des différents membres du groupe de travail, identifier avec certitude des labels qui s'imposeraient automatiquement dans le cadre du cloud computing. Bon, moi, si je peux juste ajouter quelque chose. Donc moi, mon RSSI, il a travaillé sur ces aspects de sécurité, et j'ai cru comprendre qu'il y avait effectivement des choses qui émergeaient. Alors, je ne sais pas si c'est ce dont vous parlez. Mon niveau de connaissance dans le domaine n'est peut-être pas suffisant, mais il y a tout ce qui est Cloud Security Alliance, tout ce qui est Cloud Control Matrix, qui va s'appuyer sur un certain nombre de normes, enfin, dans le monde bancaire, PCI DSS, du 27001, etc. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a pas cette certification qui permettrait de dire cet acteur-là, c'est bon, il répond d'un point de vue sécurité aux contraintes, aux exigences que l'on a. Donc c'est vrai que ça passe par de l'analyse assez poussée avec les différents acteurs. Juste pour compléter, il y a aussi Cloud Confidence, je pensais aussi à eux, et le SIGREF intervient et participe à un certain nombre d'actions dans ce sens-là. Et donc en plus, c'est au-delà de ce groupe de travail, il y a des actions au niveau du SIGREF pour pouvoir essayer justement de voir comment on peut contribuer sur ces différentes initiatives. Très bien. Autre question? Oui, monsieur. Bonjour, Christian Sayek, éditeur SAS, société Cloud Netcare. Donc on est adhérent au cloud, mais également à Avnel et Syntec Numérique. Dans tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est surtout sur l'aspect justement fournisseur. Henri Michel a dit tout à l'heure que dans la présentation IDC, il y avait beaucoup de noms de sociétés justement qui n'étaient pas françaises. Dans ce qui a été cité jusqu'à présent, j'en ai pas entendu encore. Et ma question est, j'ai pas non plus entendu des collaborations qui étaient mises en œuvre, je dirais avec des startups, des PME. On parle de beaucoup d'ingénieurs en France, il y a plus de 3000 éditeurs de logiciels. Sur la partie hébergement, il y a beaucoup de très bons hébergeurs, hein, je ne les connais pas dans le détail. Et à ce titre, dans ce qui a été cité, justement, est-ce qu'il y a ces initiatives qui sont prises par des groupes comme le vôtre, qui consistent à donner la chance à des PME, des startups ou des ETI françaises, hein, on est dans le Palais Bourgnon, donc bon, c'est quand même un symbole, même s'il y a beaucoup d'entreprises internationales qui sont très bien. Ça, j'ai pas entendu. Voilà, que ce soit du SIGREF, que ce soit de l'IDC, que ce soit de vos interventions. Merci. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre au nom du SIGREF dans le sens où ce n'est pas un élément sur lequel on a particulièrement échangé. Maintenant, à mon avis, la réponse est oui quand même. Maintenant, du point de vue d'EDF, très clairement, on a cette approche. Et quand je parlais de pragmatisme tout à l'heure sur la partie SaaS, c'est un peu le souci. On a même une approche dans laquelle on a une difficulté à définir notre politique industrielle dans le domaine du SaaS, parce qu'il y a une myriade de petites applications qui apparaissent, dont un certain nombre qui sont des actions françaises, hein, sur lesquelles il y a même des collaborations qui se font directement avec EDF et Recherche et Développement. Donc c'est quand même 4500 ingénieurs, EDF et Recherche et Développement. Et il y a évidemment beaucoup de liens avec beaucoup d'entreprises françaises. Maintenant, de là à dire qu'il y a des grands acteurs émergents tels que ceux qu'on a vus sur les diaporamas plus tôt, c'est pas tout à fait le cas, parce que c'est pas les mêmes tailles. Et donc à partir du moment où on a un marché massifié, ça devient plus compliqué à l'instant T, là, d'avoir un grand acteur qui s'impose. Maintenant, dans l'émergence de PME, d'ETI, c'est clairement quelque chose qui fait partie de notre politique industrielle globale, et c'est clairement quelque chose qu'on décline à travers le cloud computing. Alors,
Moi, je vais vous répondre d'une façon assez simple. Nous, notre groupe, on fait beaucoup d'innovation, ça passe beaucoup par de l'open innovation, c'est l'un de nos axes stratégiques. Donc, on travaille beaucoup avec des startups. Pas forcément dans ce domaine-là. Les 3 projets dont j'ai parlé, qui concernent l'externalisation, sont des projets qui sont fondamentaux pour l'entreprise. Aujourd'hui, on a absolument besoin d'avoir des acteurs qui sont pérennes dans le temps. Quand on parle de start-up ou de nouveaux acteurs, aujourd'hui, on n'est pas encore sûr de la pérennité de cet acteur-là. Donc il y a certaines choses pour lesquelles, oui, on va aller travailler avec des start-up, mais pas les projets aujourd'hui qui vont être le socle de l'entreprise demain. Très bien. Autre question, monsieur au 4e rang. Bonjour, Florian Kievel, Société Amexio. Je suis intégrateur, j'ai des workflows, ce qui veut dire que je suis un fournisseur de services en l'occurrence. Et moi j'ai une question, en fait on a beaucoup parlé de passé d'engagement du fournisseur. Alors moi j'ai des expériences où on avait à l'inverse des clients qui s'engageaient pas trop non plus. Ou même Pierre qui après s'être engagé se rétractait. Je pense que dans la salle on a tous eu l'expérience de clients qui nous disaient non mais les specs que j'ai signés en fait c'est pas ce que j'avais compris. Donc moi j'aimerais savoir, donc déjà un cas concret de ce que vous appelez vous passé d'engagement de la responsabilité du fournisseur, et également qu'est-ce que vous mettez en face, au-delà de l'aspect pécunier qui est évident pour tous. Merci. Jérôme. Moi je parlais d'engagement en termes de responsabilité sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on externalise une partie de notre infrastructure, s'il y a un problème, le fournisseur, lui, il est engagé uniquement sur les SLA, sur un certain nombre de KPI techniques. Et donc, on va avoir des pénalités qui vont être en rapport avec la disponibilité du système d'information, pas avec l'impact métier qu'on a derrière. S'il y a un problème, je parle d'IBM, si IBM a un gros problème sur un de ses data centers dans lesquels sur lesquels on a choisi d'héberger un certain nombre de nos infrastructures, nous, il y a un impact métier qui est extrêmement important derrière. Et bien entendu, les pénalités ne sont pas du tout en rapport avec l'impact métier qu'on a. Et aujourd'hui, il est très difficile d'aller négocier avec un acteur important des pénalités plus importantes ou des niveaux de service qui ne sont pas les niveaux de service standards. Ça, c'est très très difficile. Aujourd'hui, il y a très très peu de souplesse contractuellement là-dessus. Et ça, c'est une vraie difficulté. Je peux juste rajouter ? Merci. En fait, la réciproque, elle est vraie aussi. C'est-à-dire que moi, je suis intégrateur, je vais m'engager sur un forfait, par exemple, et on me change le périmètre Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que la phase amont du projet est très importante. Être capable de bien savoir ce qu'on veut faire et comment on va le faire, c'est fondamental. Et ne pas aller changer les exigences en cours de projet une fois qu'on a signé le contrat. Je suis d'accord avec vous, c'est une responsabilité qui est partagée. Ouais, juste un petit mot, je suis totalement d'accord, c'est une question de responsabilité, parce que dire qu'on a un engagement dans le cadre d'un contrat, le client est revenu dessus, on va dire on est quand même dans le domaine de la vie un peu traditionnelle des contrats, c'est pas normal, on est dans le domaine de la vie traditionnelle des contrats. Le problème c'est qu'aujourd'hui, et c'était le message que je voulais passer tout à l'heure, c'est que si on veut vraiment que ça décolle, il faut qu'il y ait une notion presque de partenariat de ce point de vue-là sur la prise de responsabilité à deux. Et la prise de responsabilité, chez moi, vous voyez un peu ce qu'on traite, vous prenez la responsabilité avec nous. C'est pas que pour un nombre d'acteurs, je pense à l'audit, ce genre de choses, ou quand on nous dit on veut auditer des endroits très sensibles, je leur dis très bien, mais qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez l'endroit sensible en question? Et là, très vite, on nous dit oh non, les clauses, elles disent pas ça. Mais c'est notre recherche, c'est qui est capable de nous accompagner. Alors je pense qu'aujourd'hui, ça commence à changer un petit peu, c'est qu'on commence à se rendre compte qu'un certain nombre d'acteurs disent je suis prêt à aller un petit peu plus loin, à vous accompagner plus et avoir des engagements réciproques, mais il y a un changement de paradigme à faire, on ne peut plus avoir une relation client-service où on a des conditions prédéfinies. On évolue plus effectivement vers une relation de partenariat. C'est ça qui est important. Alors qu'aujourd'hui, on est encore dans une relation de client-fournisseur. Aujourd'hui, je pense que les fournisseurs, ils veulent monter un petit monter dans les couches, mais en restant peut-être sur des engagements qui sont des engagements très techniques. Donc il faut évoluer là-dessus. Voilà. Et donc il faut vraiment qu'on mette en place un partenariat et puis une relation client-fournisseur. Une dernière question dans la salle. Oui, monsieur. Bonjour, Nathaniel Guedes de la société GIT. Ma question s'adresse à monsieur Olivier Lignol.
À travers le groupe de travail que vous avez constitué au sein du SIGREF et des travaux que vous avez menés, est-ce que déjà dans le groupe de travail, est-ce que vous avez constitué des sous-groupes de travail par secteur de métier, par catégorie de métier, par comment dire, par PME, PMI, grand compte, des choses comme ça. Et à travers ces sous-groupes, est-ce que les problématiques et les craintes ou les concerns, comme on dit concerne en anglais, est-ce que c'est les mêmes dans les différents secteurs de métier et à travers les différentes catégories d'entreprises? Alors, rapidement, mais déjà c'est un groupe de travail qui est mené par le SIGREF, c'est le SIGREF qui propose les axes de travaux, et au niveau d'EDF, on était simple pilote pour pouvoir simplement lancer l'initiative. Au niveau de la manière avec laquelle on a travaillé, 44 représentants au fil de l'eau sur, on va dire, une petite dizaine de réunions du groupe de travail, on n'avait pas besoin nécessairement de faire des sous-commissions. Par contre, quand on devait traiter de sujets qui étaient un petit peu compliqués, on faisait des sous-groupes pendant la journée du groupe de travail, et ensuite, en fin de session, on consolidait l'ensemble de nos informations pour être certain qu'on parlait tous d'une seule voix. On n'a pas été sur une sectorisation par type de métier, on a plutôt une approche, comme j'ai dit tout à l'heure, sur quelle est notre vision commune, où on en est aujourd'hui et quelles sont nos recommandations. Et c'est pour ça que j'ai vraiment présenté quelque chose qui colle à ce que vous pourrez lire dans le rapport. Très bien. Autre question là-bas? Oui, bonjour. Bonjour, Alexandre Stanner, Numergy. D'abord, bravo pour le niveau de maturité démontré. Je pense que c'est très intéressant d'entendre le discours, autant pour le SIGREF que pour la table ronde. C'est très rafraîchissant et rassurant d'entendre tout ça. Après, il y a une question que je me pose par rapport à la présentation, non pas d'IDC d'aujourd'hui, ça aurait pu être Marquez, ça pourrait être Eurostat ou d'autres, c'est qu'on a l'impression que tout le monde y est. Et les chiffres n'ont pas l'air de vraiment représenter ça. Donc est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous êtes parmi les plus avancés? Ou qui est à la traîne? Est-ce que c'est les petits? Est-ce que c'est d'autres gros? Ou est-ce que le mouvement est démarré mais qu'il n'est pas encore de façon très importante déployé? Et puis un dernier commentaire, plus ou moins question, par rapport à votre élément d'engagement. Quand on prend un taxi ou un VTC pour aller d'un endroit à un autre, on a un moyen, on a une adaptation besoin et client puisqu'on vous aura exactement amené ce que vous voulez. Par contre, on ne vous donnera pas toujours une garantie sur le temps que ça va prendre, le trafic, etc. etc. Est-ce que vous sentez un peu seul, un peu pionnier, Jérôme Kever-Pascalis? Sur l'engagement, donc, non, j'ai pas l'impression d'être pionnier. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de la même chose, qui attendent la même chose, de la part de... Oui. Le projet CLAD, est-ce que vous avez l'impression d'être un pionnier, d'être un peu en avance et que vos collègues sont pas si avancés que ça? Alors, non, je pensais que la question s'adressait à... écoutez, j'ai pas l'impression d'être pionnier. J'ai l'impression sur certaines choses, on est peut-être un petit peu plus avancé parce qu'on a la chance d'être un groupe qui est quand même malgré tout assez agile et qui avance assez vite. Maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup qui rencontrent les mêmes difficultés. Dans les discussions que j'ai avec mes collègues, il y a souvent les mêmes difficultés qui sont rencontrées. Peut-être un petit peu moins d'agilité et un petit peu moins de... Ils sont peut-être un petit peu moins avancés dans l'aspect organisationnel, où je pense qu'on commence à avoir un niveau de maturité au sein de notre groupe, en tout cas, qui commence à être assez élevé. La réponse du SIGREF, et puis on finira sur cette dernière intervention. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un... Enfin voilà, c'est un constat commun qu'on a fait, qui est, on y est tous, et on a tous fait quelque chose en cloud. Et c'est plus on l'a fait sans le savoir, c'est qu'on l'a fait, pas forcément d'une manière très importante pour cette problématique de manque de confiance. Pour répondre à votre point sur le taxi, et sans vouloir faire de polémique, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde des taxis, il y a quand même une volonté très forte d'amener du service et des garanties supplémentaires. Enfin, ça se discute sur la manière de laquelle on crée ces nouveaux services. Ouais, mais je pense que de ce point de vue-là, c'est ça le point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si c'est de la relation client-fournisseur en prestation, on est obligé de revérifier beaucoup de choses. Si on rentre dans des approches de partenariat, on est sur quelque chose de beaucoup plus flexible et donc qui peut croître. Et il y a un deuxième point qui est important, aussi bien pour les DSI d'ailleurs que pour
les sociétés qui après fournissent les services, c'est qu'on est en train d'apprendre. Nous, on apprend avec nos métiers, ce qui est quand même nouveau, et donc il faut comprendre leur concept. Et je pense que de la même manière, le corollaire, c'est que vous, les prestataires ou les sociétés qui fournissent des services, doivent apprendre avec nous sur la manière avec laquelle ils peuvent nous accompagner par rapport à cette co-responsabilité ou un autre concept qui sera à définir. Très bien, merci à tous les deux, je crois qu'on peut les applaudir. Jérôme Keller, Pascal X et Louis Noël.